Il s'assoit à votre table, rit à vos blagues et vous raccompagne même jusqu'à chez vous. Ed Kemper mesurait 2 mètres et pesait plus de 100 kilos. Mais ce n'est pas sa taille qui terrifiait, c'était son calme, sa voix douce. Il pouvait parler pendant des heures, de littérature, de philosophie ou de ce qu'il a fait à sa propre mère. Derrière ses lunettes se cachait un gouffre, un vide, car ce n'est pas une bête qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est un homme, intelligent, courtois, et pourtant, il a démembré, décapité, violé, avec la précision d'un chirurgien et la froideur d'un automate. Le sang a séché, mais l'histoire, elle, est restée gravée. Dans les faubourgs californiens, en décembre 1948, naît Edward Theodore Kemper, un géant à venir, mais d'abord un enfant démesuré, étranger au monde, même dans les bras de sa mère. Son père, Edmund Senior, homme brisé par les essais nucléaires pour l'armée, passe ses soirées à fixer le vide. Il dira un jour que travailler dans des explosions atomiques était moins éprouvant que de vivre avec Clarnell, car Clarnell, Elizabeth Kemper, la mère d'Ed, est une forteresse de rage. Elle hurle, elle humilie, elle interdit. Elle refuse à Ed la moindre tendresse, le convainc qu'il est trop laid pour être aimé par une femme. Elle le compare à son père, à Satan, mais jamais à un être humain. Il tente, enfant, de plaire à sa mère. Mais Clarnell ne veut pas d'un fils, elle veut un coupable. Alors Ed grandit, seul, intelligent, mais rejeté, curieux, mais enfermé. À 8 ans, il joue à enterrer des poupées sans tête. À 10 ans, il décapite ses chats, garde les crânes, les enterre dans des boîtes qu'il place sous sa fenêtre, pour pouvoir les regarder depuis sa chambre. Sa mère l'accuse de vouloir violer ses sœurs. Alors elle l'enferme, chaque nuit, dans une cave glacée. Pas de lumière, pas de chaleur, seulement lui, son souffle et les pensées qui grondent. Et dans cette obscurité, il apprend à parler à l'ombre, il apprend à aimer le silence, il apprend à mourir en vie. À 14 ans, il tente de rejoindre son père, remarié. Mais là aussi, rejet. On le confie à ses grands-parents, dans une ferme isolée à North Fork. Mais la paix n'existe pas pour lui. Là-bas, il parle aux animaux. Il les tue parfois. Il écrit des histoires de mort, où des gens sont abattus, torturés, pendus, et personne ne l'écoute. À 15 ans, Ed Kemper n'est plus un enfant. Il est un colosse silencieux, un orage sans tonnerre. Ses grands-parents, Maud et Edmund, pensent de pouvoir calmer la bête qui pousse en lui. Ils l'occupent aux tâches agricoles. Mais Ed ne veut pas cultiver la terre. Il veut comprendre la mort. Sa grand-mère, autoritaire, le critique sans relâche. Son grand-père, âgé, ne comprend rien à son mal. Ils sont les échos fanés de sa mère, et chaque jour passé à leur côté resserre la corde. Le 27 août 1964, Ed sort un fusil calibre 0,22. Sans un mot, il tire une balle en plein visage de Maud, puis 2 autres dans le dos. Quand son grand-père revient des courses, Ed l'attend et tire une fois encore. Il appellera lui-même sa mère, puis la police. Je ne voulais pas qu'il voie sa femme morte. Je l'ai tué pour le lui épargner. Pas de fuite, pas de cri, juste un aveu froid, comme un enfant qui avoue avoir cassé un jouet. À 15 ans, Ed Kemper devient officiellement un meurtrier. Et pourtant, le monde refuse encore d'y croire.
internement psychiatrique. Le tribunal refuse la prison. Il est trop jeune. Il est envoyé à l'hôpital d'État d'Atascadero, un centre psychiatrique pour criminels dangereux. Les médecins notent QI exceptionnel de 145 points. Introspectif, manipulateur. Il comprend comment parler, comment séduire, comment faire croire à la guérison. Et il apprend en lisant les dossiers d'autres malades, en assistant aux entretiens, en étudiant les failles du système. Dans cette prison blanche, il ne guérit pas, il perfectionne son masque. Ed Kemper sort d'Atascadero après presque 5 ans. Il n'a que 21 ans, mais il sait déjà comment se fondre parmi les hommes. Le rapport des médecins est limpide. Réinsertion possible, bonne conduite, progrès notable. Personne ne voit que derrière les lunettes, derrière les merci polis et les poignées de main, se cache un homme qui a étudié la folie comme on apprend un métier. Il retourne vivre chez sa mère, Clarnell, dans une petite maison de Santa Cruz. Elle l'accueille avec rancœur. Elle le surveille, le rabaisse, le compare à son père. Et Ed avale ses insultes comme d'autres avalent des pilules. Mais à l'intérieur, la bête ronge sa chaîne. Lentement. Il essaye pourtant. Il se cherche une vie ordinaire. Il travaille. Il fréquente des bars. Il passe du temps avec des flics et boit des bières avec eux. Comme s'il n'était qu'un type un peu trop grand, un peu étrange. Mais ses pulsions, elles, ne disparaissent pas. Elles murmurent dans les embouteillages. Elles hurlent quand il voit des étudiantes faire de l'autostop. Alors, il s'achète une voiture. Il y cache des menottes, un couteau, un revolver, et il commence à patrouiller. Pas comme un policier, comme un chasseur. Il prend des jeunes filles en stop. Il les observe, écoute leur voix, mesure la distance entre leur fragilité et son contrôle. Pendant des mois, il se contente d'imaginer. Il les dépose, sourit, repart. Mais le feu monte et la bête n'attendra plus. Mai 1972. Il croise 2 étudiantes, Marianne Pessé et Anita Luchessa. Cette fois, il ne les dépose pas. Il les emmène dans une forêt, les tue, les mutile et ramène leur tête chez lui comme un trophée silencieux. Il dira plus tard qu'il a dîné, regardé la télévision, tandis que leur reste refroidissait dans son coffre. Ce n'est que le début. D'autres suivront, et chaque meurtre sera plus précis, plus méthodique, comme un artisan perfectionnant son art morbide. Mais tout commence là, dans cette voiture grise, avec un sourire, un mensonge et une route sans retour. Entre 1972 et 1973, Santa Cruz se couvre d'un voile de cendres. Les disparitions s'enchaînent. Le vent porte les cris, mais personne ne les entend. Ed Kemper est devenu un prédateur rodé. Ses gestes sont calmes, presque tendres, comme un homme qui récite une prière, à genoux devant sa propre perversion. Septembre 1972. Il croise Aikoku, une ballerine de 15 ans. Elle monte dans sa voiture, naïve et souriante. Elle voulait juste rentrer chez elle. Mais dans l'habitacle, c'est le silence qui prend les commandes. Ed la menace, l'étrangle. Puis il viole son cadavre encore tiède. Chez lui, il découpe son corps, comme on démonte une poupée trop fragile. Janvier 1973. Cindy Schall. Il la tue, la démembre, puis enterre sa tête dans le jardin, face à la fenêtre de la chambre de sa mère. Quand la police l'interrogera, il dira « Elle voulait toujours avoir le dernier mot. Alors je l'ai mise là,
pour qu'elle me regarde. Février 1973. Il tue Rosaline Thorpe et Alice Liu. Il les décapite avant même d'arriver chez lui, puis transporte leurs têtes dans des sacs, comme s'ils rentraient des courses. Il dispose les corps, nettoie, se douche, puis il s'assoit et parle à leur tête coupée, littéralement. Il dira plus tard « J'avais besoin d'elle, pas vivante, juste silencieuse, obéissante. » Les meurtres deviennent une routine, un articulo, un cérémonial, toujours les mêmes gestes, toujours la même voiture, toujours cette illusion d'un homme bien qui tient la porte aux vieilles dames et découpe des étudiantes la nuit venue. Mais derrière ce masque parfait, la folie s'effrite et dans sa tête, un seul nom revient. Clarnell, sa mère, la voix, la racine, le cri originel. « 20 avril 1973. Le jour n'est pas encore levé, et dans la maison de Clarnell, la nuit ne s'est jamais vraiment couchée. Elle rentre d'une soirée, elle est ivre, elle rit, sarcastique. Lui, il est dans l'ombre, à l'attendre, comme un enfant puni, mais cette fois, c'est lui qui tient la règle. Elle le regarde et dit « Tu vas rester là toute la nuit à me regarder, ou tu as enfin quelque chose à dire ?» Elle referme la porte et s'endort. Mais Ed Kemper ne dort pas. Il entre dans sa chambre, marteau en main, et dans un silence sépulcral, il fracasse son crâne. Encore et encore. Puis d'un calme inhumain, il lui tranche la tête et la pose sur la cheminée. Il lui parle, l'insulte, l'embrasse, lui crie sa vie, ses cauchemars, ses années d'humiliation. Il dira ensuite aux enquêteurs « J'ai crié pendant des années dans le silence. Ce soir-là, elle m'a enfin écouté. » Il ne s'arrête pas là. Il appelle ensuite une amie de sa mère, Sarah Hallett, lui demande de passer à la maison. Quand elle arrive, il l'étrangle. 2 cadavres dans la maison, 2 silences et un homme, calme comme jamais. Pendant 3 jours, il vit avec les corps, puis prend la voiture et traverse 3 États. Sur la route, il écoute la radio, les bulletins, les disparitions, rien encore sur lui. Alors, il appelle la police et confesse tout. « J'ai tué ma mère. C'est terminé maintenant. » Mais ce n'est pas une fin, c'est un sommet, celui de la bête, du monstre parfait. Ed Kemper, l'ogre de Santa Cruz, ne sera jamais arrêté. Il s'est livré, car une fois la voix de sa mère éteinte, plus rien n'avait de sens. Mai 1973. Ed Kemper est assis, droit comme une statue, dans une salle d'audience, baignée de néons tristes. Il ne crie pas, il ne pleure pas, il répond, d'une voix posée, articulée, presque douce. Les jurés le fixent, fascinés et terrifiés. Il parle de ses crimes avec une précision chirurgicale, comme s'il lisait une recette ou racontait un souvenir de vacances. Il avoue 10 meurtres, 10 histoires d'horreur éparpillées sur 3 ans, 10 âmes prises entre ses mains massives. Les psychiatres se déchirent. Fou? Pas fou. Mais Ed, lui, répond calmement. Je savais que c'était mal. Je ne pouvais juste pas m'arrêter. Il aurait pu être condamné à mort, mais la Californie a suspendu la peine capitale quelques mois plus tôt. Alors, c'est la prison à vie, 6 peines consécutives, une éternité en cage, à Vacaville, puis Folsom, et enfin Coalinga State Hospital. Mais même derrière les barreaux, il fascine. Les journalistes le sollicitent, les experts l'analysent,
Les curieux l'admirent, comme un monstre empaillé dans un musée du crime. Il devient même narrateur. Il enregistre des livres audio pour aveugles. Oui, le tueur géant lit des contes pour enfants. Le bourreau devient voix apaisante. Ironie noire, cynisme parfait. Il vit encore, âgé, fatigué, mais toujours lucide. Je n'ai jamais demandé à être ce que je suis, mais je l'ai été, et je le suis encore. Et les murs de sa cellule portent chaque nuit les échos de ses confessions. Ed Kemper n'est pas mort. Il respire encore, quelque part, dans un couloir gris aux murs sans écho. Il a inspiré des livres, des documentaires et même des personnages de fiction. Le tueur lettré, calme, réfléchi, celui qui observe avant de dévorer. On l'a vu dans Mindhunter, dans Le silence des agneaux, dans les cauchemars de ceux qui l'ont écouté parler. Mais ce qu'il laisse derrière lui, ce n'est pas qu'une série de meurtres, c'est une énigme glaciale. Comment un homme si intelligent, si courtois, si cultivé, a-t-il pu être un abattoir sur deux jambes? Ses victimes n'ont pas eu de voix, mais lui, il a eu des micros, des caméras et même de l'attention. Le monstre a survécu à sa propre horreur et parfois, le monde semble l'avoir presque admiré. Mais derrière les récits, derrière les interviews et les analyses, reste une vérité simple, brute, brutale. 8 femmes, 2 grands-parents, une mère, toutes tuées par l'enfant qu'elles n'ont pas vu venir. Ed Kemper, le co-ed killer, le géant à la voix douce, est devenu un mythe vivant. Et pourtant, il n'était qu'un homme brisé, un homme dangereux, un homme qui aurait pu être arrêté bien plus tôt si le système n'avait pas voulu croire aux apparences polies et aux promesses de rédemption. Merci d'avoir suivi ce nouveau dossier de Criminologia. Si l'ombre vous attire autant qu'elle vous effraie, abonnez-vous, commentez, car ici, on ne raconte pas les ténèbres, on les réveille, une histoire à la fois.